Salut les gars et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yorick. Salut Yorick. Salut les gars. Après avoir reçu Lenny Martinez, on reçoit un pro et de retour pour un tout nouvel épisode. Et vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous avons la chance de recevoir l'ancien champion de France du contre-la-montre, Jérôme Coppel. Salut Jérôme, comment ça va? Bonjour messieurs, ça va très bien et vous? Ça va Ah très ben, ça bien, va merci super. beaucoup. Donc du coup, déjà merci d'avoir accepté l'invitation Jérôme, c'est super sympa de ta part, ça nous fait très plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Et Merci de donc du coup, l'invitation, merci à vous. pas de souci, pas, le tout plaisir est pour nous. Du coup, pour commencer cette interview, donc on va d'abord commencer par ta carrière. Ensuite, on va essayer de faire un tu préfères, c'est-à-dire on va te poser une question, par exemple. Comme si je te dis, tu préfères le lait avant les céréales ou après les céréales, tu vois, tu me dis ce que tu préfères entre les deux, tu vois. Ça marche. Et ensuite, on va repasser sur des questions un peu sur un peu tes souvenirs, ce que tu aurais eu envie de faire dans ta carrière, ou même ton avis sur un peu sur le cyclisme actuel. Et enfin, Mhm. Anto, il terminera avec ce qu'on a appelé la minute cash. C'est il va te poser une question, tu dis oui ou non direct, sans vraiment argumenter, vraiment comme ça, ok? Ok, ça marche. Très Ok, bien. parfait. Donc du coup, pour commencer cette interview, quand et comment as-tu commencé à faire du vélo? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai commencé par le ski de fond au départ. Donc, j'étais en ski-études pendant 4 ans et on faisait du vélo pour préparer notre saison de ski. Je suivais pas du tout le vélo. Je sais même pas si je regardais le Tour de France à la télé. J'en ai pas de souvenir en tout cas. Et puis en tac, 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 2000, l'hiver 2002-2003, j'ai eu un problème avec un sponsor. Du coup, j'ai un peu tout plaqué le ski en cours de saison et j'ai dit, bon, ok, puisque vous avez déjà un peu de vélo, mon père était un ancien cycliste amateur de haut niveau. Je dis, ok, bah, je vais me lancer sur le vélo. J'avais déjà fait 3 ou 4 courses avant en KD2. Donc, c'est vraiment en junior 1, j'en avais fait une quinzaine et c'est vraiment en junior 2 que j'ai fait voilà, 100% focus sur le vélo. Donc, mon année 2004, mais c'est un peu par hasard, quoi. Donc, j'étais pas un grand passionné de vélo, on va dire. Moi, ma passion, c'est vraiment le ski. Donc même quand j'étais pro, j'avais l'habitude de dire que le vélo c'était mon métier et que le ski c'était ma passion. Donc voilà, je suis un peu arrivé un peu par hasard. Ça a tout de suite plutôt bien marché, donc forcément ça encourage à continuer. Mais du coup, t'as commencé le ski de fond, t'en faisais où? Alors, ben, moi, je suis originaire de Haute-Savoie, donc à côté d'Annecy, à La Roche-sur-Foron. Vraiment, tout à la base, je viens d'un tout petit village à 900 mètres d'altitude, donc il y avait un tout petit club là-bas. Donc, j'ai commencé Ok. là-bas. Après, j'ai été dans le club un peu plus gros à côté de chez moi, le ski club du Pays Rochois, qui a je sais pas, Jean-Marc Gaillard, si jamais on a des suiveurs de ski de fond, par exemple, qui a été médaille olympique. Et après, je suis rentré au ski études au Fayet à Chamonix. Et voilà, pareil, toujours si on a des suiveurs de ski, mon collègue de chambre, c'était Maurice Magnifica, qui a été vice-champion du Ah, monde. bien Voilà, sûr. médaillé olympique Ah ouais. aussi. Donc, j'étais de sa promotion. Mais même si j'étais au ski études, on n'avait pas le même niveau, hein. On voit très vite ceux qui Ouais. vont vraiment performer les autres. Ok. Ok. Et du coup, à quel moment dans dans ta jeune carrière, t'es venu l'idée de te dire, bah, j'ai envie de devenir pro, ou en tout cas, je peux le devenir, quoi. Alors, à quel moment je me suis dit que j'avais envie de devenir pro? Jamais. Ça m'a jamais traversé l'esprit, en fait. J'ai commencé le vélo vraiment parce que j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de faire du sport. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est la compétition. Donc, j'ai pas vraiment le sport plaisir. Si j'ai pas un objectif, j'arrive pas à faire du sport. Donc, voilà, il y avait toujours des compètes en vélo, mais jamais ça m'a traversé l'esprit que j'allais passer pro à un moment donné quand j'ai commencé le vélo. Après ma première année complète, donc en 2004, j'ai été champion de France junior du chrono et 2000, donc 2005, j'étais espoir 1, 2006, j'ai été champion de France aussi. Puis là, j'ai commencé à être contacté par des équipes pro, la Française des Jeux, CSC, Tiscali à l'époque, etc. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais passer pro, mais c'était pas du tout l'idée que j'avais quand j'ai commencé le vélo. J'avais pas mon rêve, c'était pas de devenir pro ni de faire le Tour de France. C'était à des années-lumière, enfin j'étais à des années-lumière de penser à ça.
Et c'est vraiment voilà, en 2006, quand j'ai été champion de France Espoir, que j'ai eu quelques contacts. 2007, j'étais double champion de France Espoir. Et là, après, bah, voilà, j'avais finalement envie d'aller chez les pros, de voir jusqu'où je pouvais aller. Mais c'est vraiment au bout de 3 ans de vélo que je me suis dit, OK, peut-être tu pourras aller chez les pros, quoi. Mais ce n'était pas, comme beaucoup de cyclistes, un rêve que j'avais au départ. Mm. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, tu as parlé que tu avais des contacts avec la CCC, la Française des Jeux, etc. Comment, du coup, ça s'est passé la signature de ton premier contrat professionnel? Alors, donc moi déjà, je n'aimais pas du tout l'école. Donc, comme je vous ai dit, j'étais en ski-études et après, je me suis dit, OK, je vais passer mon bac. Comme ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ski-études, on n'avait pas école l'hiver, donc on passait le bac en 4 ans au lieu de le passer en 3 ans, puisqu'on n'avait qu'une moitié d'année d'école. Et puis, quand j'ai passé mon bac à 18 ans, 18 ou 19 ans, je ne sais plus, euh, moi, je m'étais dit, OK, je vais arrêter l'école, j'aime pas ça, et puis je vais me lancer une année à fond dans le vélo, et puis je vais essayer de passer pro puisque les résultats suivaient. Et puis ça m'arrangeait bien d'arrêter l'école surtout. Et puis mes parents ont absolument pas voulu, donc il y avait une école au Bourget du Lac, plein d'autres pros sont passés par là-bas, hein, Bonafont, Aurélien Paré-Pinte, etc. Le CESNI à Aix-les-Bains, enfin entre Aix-les-Bains et Chambéry. Et là, j'ai été contacté par la Française des Jeux pour entrer dans leur cycle formation à l'époque. Donc, ils prenaient, c'est peut-être toujours comme ça, je ne sais pas, ils prenaient 4 ou 5 jeunes à l'époque, prometteurs, et la condition, c'était d'avoir un double projet, donc sportif et l'école, et eux, ils finançaient la partie scolaire. Donc, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu avec la Française des Jeux. Comme ça arrangeait tout le monde. Moi, je voulais pas que mes parents payent une école alors que l'école, ça m'intéressait pas vraiment. Là, du coup, c'était la Française des Jeux qui payait. J'avais des horaires aménagés pour m'entraîner. Donc, voilà, ça arrangeait tout le monde. Donc, j'ai passé 2 ans comme ça dans le cycle formation de la Française des Jeux. Et si les résultats suivaient, ben, voilà, je passais pro dans l'équipe. Ce qui s'est passé avec mes 2 dernières années espoir 2006-2007 et j'ai signé mon contrat début 2007 pour passer pro 1er janvier 2008. Donc voilà, c'était une D'accord. suite logique en fait, comme ils m'avaient payé mes études, j'avais fait un stage ou deux avec eux à l'époque. Voilà, c'était la suite logique d'aller chez eux, quoi. Entre-temps, j'ai eu d'autres contacts avec d'autres équipes. On a parlé de CC, il y avait le Crédit Agricole, il y avait d'autres équipes aussi. Mais voilà, comme ils m'avaient financé mes études, je ne me voyais pas aller dans une autre équipe. Tu te sentais Et redevable, du coup, par rapport à tout ça, Ouais, en quelque voilà. sorte. Bah ouais, parce que c'est les tout premiers qui m'ont contacté, c'est les tout premiers qui ont cru en mon potentiel. Voilà, ils m'avaient financé mes études, prêté du matériel, je pouvais faire les stages avec les pros. Donc voilà, quand tu as 19, 20 ans, voilà, c'est un peu inespéré, surtout moi qui avait commencé le vélo assez tard. Donc ouais, c'était quand même un juste retour des choses de passer pro chez eux. Très bien. Et, et justement, cette première année pro, tu l'as senti comment? Tu te sentais à l'aise de passer avec forcément les. J'imagine que l'échelon pro et espoir, ça doit être un grand Ouais, gouffre. Ouais, il y a une bonne marche. Alors, surtout que là, on parle des années, donc ma dernière année amateur 2007, ma première année pro 2008. On n'était pas prêt à l'époque en espoir comme les espoirs sont prêts maintenant. On voit hein, d'ailleurs avec des Evenepoel et compagnie qui passent même pas par la catégorie espoir parce qu'ils sont déjà prêts en junior. Moi, Mm. en junior, j'ai fait qu'une année de vélo complète. D'une, j'aurais pas eu le niveau de passer chez les pros, mais physiquement, j'étais de toute façon pas prêt, ni mentalement, j'étais pas prêt pour passer chez les pros si vite. Donc au début, c'est vrai que c'est un peu intimidant les premiers stages, parce que finalement, quand tu t'es espoir, tu fais quelques résultats, tu commences à t'intéresser aux courses. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça un peu tard. Tu regardes le Tour de France, tu as des Sandy Cazard, des mecs comme ça à l'époque, Frédéric Guédon, et puis tu arrives au premier stage, ils sont là avec toi, donc ouais, tu fais pas trop le malin en fait au final. Et puis bien sûr, les premières courses, un peu d'appréhension parce que tu sais pas le niveau, tu sais qu'en amateur ça allait bien, mais il y a une grosse marche entre amateur et pro. Et pour la petite histoire, moi j'ai fait ma première course pro, c'était le Tour méditerranéen à l'époque, qui n'existe plus, mais c'était juste après l'étoile de Bessèges. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité dans les descentes. Au début, je me faisais toute une montagne un peu de la vitesse dans les montées et tout. Je disais, est-ce que je vais réussir à suivre quand ça va bordurer sur le plat? Est-ce que j'aurai assez de puissance pour rester dans les roues, etc. Et en fait, à la première vraie descente, et ce n'est pas des grands cols non plus, c'est des descentes de 6, 7, 8 km,
Ouais, je suis arrivé en bas, je me suis dit, ils sont complètement fous, ces mecs-là et tout. C'est ce que j'ai dit quand je suis rentré dans le bus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et tout de suite, ils m'ont dit, mais tu verras, tu vas t'habituer à la vitesse, etc. Mais vraiment, le truc qui m'a marqué à la première étape, c'était la rapidité dans les descentes, quoi. C'était complètement fou. Et pourtant, Ok. j'étais plutôt un bon descendeur en amateur, quoi. Je n'étais pas une chaussette chez les amateurs non plus. Donc, c'est pour ça que je m'inquiétais pas trop de la vitesse dans les descentes quand je suis passé chez les pros. C'est ça qui m'a le plus surpris. Bah, c'est ce qu'on se dit toujours quand on voit les pros, par exemple, enfin, ceux qui descendent le moins bien, ils nous mettraient au bout de 200 mètres 20 secondes Ouais. d'avance. Exactement. En fait, c'est ça, je trouve. Et puis, bon, on reviendra sûrement là-dessus après. Maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière. Je commente le Tour de France, etc. Je trouve qu'on a du mal, des fois, à se rendre compte derrière notre écran de la vitesse en descente, même en montée, etc., de la manière dont ça frotte, tout ça. Mais on dit que les sprinteurs grimpent pas, mais le plus mauvais grimpeur des sprinteurs grimpe mieux que la plupart de nous, maintenant amateurs ou cyclosportifs. Et pareil, le plus mauvais descendeur, moi j'ai défendu tout le temps Thibaut Pinot quand on disait qu'il descendait mal. Non, Thibaut Mm. Pinot, il descend bien. C'est la vitesse qui lui fait peur. Ça, c'est une autre chose. Mais si on a des descentes en col, on ne pouvait pas le lâcher, Thibaut Pinot. Et lui, il descend 5, 6, 7 fois plus vite qu'un bon descendeur amateur, quoi. Mm. Donc, ouais, l'écart de niveau est monstrueux, quoi. Donc en 2009, tu as disputé ton premier Tour de France avec la Française des Jeux et tu Ouais. avais aussi fait sixième du Critérium international qui, je crois, a disparu depuis aussi. Mhm. Et à la fin de la saison, tu as décidé de t'engager chez Sor Sojason à l'époque. Ouais. Quelles raisons t'ont poussé à faire ce choix, à quitter la Française des Jeux pour signer chez Sor Sojason? Alors, c'est une longue histoire. Donc, j'étais fin de contrat 2009. On avait discuté avec Marc Madio. C'était dans les tuyaux que je prolonge. Ouais, ils étaient contents de moi. Je me sentais bien dans l'équipe, etc. Et puis, alors, je remets aussi dans le contexte la Française des Jeux. Donc, l'équipe 2008-2009 ne ressemble plus du tout à l'équipe qui est maintenant. Marc Madio n'est plus du tout le même patron d'équipe non plus. Il a bien évolué, etc. À l'époque, il était vraiment dur. C'était pas toujours facile de communiquer avec lui. Il a bien changé. Et puis, en fait, il avait conditionné ma participation au tour sur une prolongation de contrat. Il savait que j'avais d'autres contacts. Donc finalement, on a donné un accord verbal avant le tour. Et puis pendant le Tour de France, j'ai jamais reçu mon contrat. En fait, chaque fois, je lui disais, voilà, il faut que je signe mon contrat, il faut que je signe mon contrat. Normalement, on fait ça avant le Tour ou la première journée de repos du Tour. Et surtout, ce qu'on s'était mis d'accord, alors il y a le salaire, il y a des clauses qu'on peut rajouter, etc. dans les contrats. Il n'y avait rien du tout de ce qu'on s'était mis d'accord, hormis le salaire. Donc j'ai dit, bah non, c'est pas ce qu'on avait parlé. Donc tant que moi, j'ai pas enfin, le contrat avec tout ce qu'on avait dit avant le tour, bah, je signe pas, quoi. Et lui, il m'a dit, mais si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. J'ai dit, bah, ok, bah, puisque c'est ça, je m'en vais, quoi. Et puis, j'étais en contact bien avancé. Donc, avant de donner mon accord oralement à Marc, on se mette d'accord tous les deux. J'avais déjà des contacts bien avancés avec Garmin à l'époque, qui est Education First maintenant. Euh, donc, quand on a fini par se brouiller avec Marc, Waters m'a rappelé pour dire ouais, ça m'intéresse. Mais entre-temps, Armstrong a fait son comeback et est revenu dans l'équipe Astana avec Contador. Ça se passait très mal tous les deux. Nous, on était au même hôtel qu'eux au départ du Tour de France à Monaco et on pouvait voir que l'ambiance était très bizarre. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pendant le Tour, Contador a été à deux doigts de signer chez Garmin à l'époque pour après le Tour. Et bien sûr, quand un coureur comme Contador change d'équipe, il vient avec des coureurs, un staff, etc. Donc, ça demande un budget global énorme. Et Waters m'a dit, tu m'intéresses, mais je ne peux pas te donner une réponse maintenant, il faut attendre. J'avais un contrat, hein, déjà un pré-contrat chez moi de Garmin, etc. Et puis là, on arrive au mois d'août, mi-août, fin août, on se dit, purée, ça commence à être chaud, je ne peux pas attendre jusqu'à septembre pour signer une équipe. J'ai que 2 ans chez les pros, on est vite oublié. Et puis l'équipe sort Sojason. Alors elle existait déjà, c'était Besson Chaussures à l'époque en Continental.
Et ils allaient monter d'une division. Stéphane Lelot m'a appelé, le courant est bien passé. Je connaissais beaucoup de coureurs qui étaient chez eux. C'était un projet un peu nouveau, une équipe nouvelle. Stéphane Lelot avait une vision. Il avait passé quelques années de coureur à l'étranger, donc il avait une vision pour un manager français un peu plus comme les anglo-saxons, on va dire. Donc voilà, le projet m'a plu et j'ai dit, allez, bingo, on y va. En sachant que quand j'ai signé là-bas, je savais très bien qu'en 2010, on ne serait pas invité sur le tour. Souvent, ASO, leur politique, c'est de pas inviter une équipe nouvelle la première année. Il faut faire ses preuves et après, on est éventuellement invité sur le tour. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai signé là-bas et j'ai passé 3 années formidables chez eux. Ouais, Ok, ben justement, parfait. la suite, justement, t'as donné raison, puisque ben, ça fait partie de tes trois plus belles années. Enfin, t'as fait trois superbes années, avec Ouais, notamment une 13e place sur le Tour de France. c'est ça, Euh, ouais. ben, qu'est-ce que tu retiens du coup de cette période? Est-ce que c'est pour toi la meilleure période de ta carrière? Ouais, alors on va dire, alors sportivement, oui. On va dire au niveau de la régularité, c'était, je pense, mes 3 meilleures années avec mes 2 dernières années chez Yam. Et Ouais, humainement, c'était incroyable. Je me suis marié il y a 3 ans maintenant. J'ai plein d'anciens collègues qui étaient chez SOR avec moi, qui étaient là au mariage. Donc, on est vraiment ouais. restés potes encore après, etc. Alors, c'était une équipe 100% française. Mais on s'entendait tous hyper bien. On partait des fois en vacances ensemble, on faisait des stages, on prolongeait les stages ensemble, etc. On était vraiment une bande de copains. Des fois, les coureurs des autres équipes disaient qu'on était un peu une secte parce qu'on était vraiment tous un peu soudés. Donc, c'est aussi ça qui faisait que l'équipe marchait si bien parce qu'on n'avait pas de grands champions, on va dire. Mm. Mais on arrivait à gagner un gros paquet de courses toutes les années. Après, mes dernières années chez Yam, quand même, là, c'était complètement autre chose parce que là, je crois, on était 28 coureurs, il y avait peut-être 12 ou 15 nationalités, mais ça Mm. fait partie aussi de mes super années, et humainement et sportivement, parce que voilà, mes années SOR et mes années Yam, c'est vraiment mes 5 plus belles années humainement et sportivement, quoi. Ok. Ok. Très bien. Et donc du coup, après du coup, ces 3 années quand même très abouties avec Anto qui l'a bien dit, avec ta 13e place sur le tour en 2011. Fin 2012, tu quittes la SOR et tu signes chez Cofidis. T'as eu, même si ça a été un peu mitigé après coup, ton passage chez Cofidis, t'as quoi comme sentiment? C'est quoi, t'en tires quoi de cette collaboration chez Cofidis? Alors, il y a toujours du bonus à retirer, du positif à retirer de toute collaboration. Après, je pense qu'à cette époque-là, c'est pas du tout une équipe qui me convenait. Le fonctionnement de l'équipe, le matériel, etc. Alors, bien sûr, on le sait jamais quand on arrive au début. Le manager, donc moi, j'ai été contacté par Éric Boyer à l'époque, qui entre-temps a été viré et c'est Yvon Sanquer qui avait pris le relais. Moi, je n'avais pas négocié en premier avec Yvon Sanquer, etc. Donc, le discours a changé entre le moment où j'ai dit oui, etc., et la signature. En plus, la première année, j'ai eu un virus. On a mis énormément de temps à trouver ce que c'était. Donc, j'avais vraiment des résultats en dents de scie, l'entraînement en dents de scie. Des fois, j'étais super bien. Le lendemain, c'était impossible de rouler. On a mis vraiment du temps à trouver ce que j'avais. Quand on a trouvé, on m'a dit, bah, tu en as peut-être pour quasiment une année à avoir des résultats un peu en dents de scie. Donc, je me plaisais pas trop dans l'environnement de l'équipe. En plus, mes résultats étaient pas là. Enfin, il n'y avait rien qui allait dans cette période-là. Et puis, la deuxième année, du coup, j'ai refusé d'aller faire le Tour de France parce que je savais que voilà, fallait que je change d'air voilà, pour redonner un élan à ma carrière. Ça, c'est vraiment mes 2 années sportivement les moins bonnes, c'est clair. Elles étaient vraiment pas terribles du tout par rapport à ce que j'avais fait avant. Après, pareil, tu rencontres des mécanos, des directeurs sportifs qui travaillent d'une autre manière, etc. Donc, j'ai quand même appris pas mal de choses là-bas que j'ai pu mettre en application après chez Yam. Par exemple, ma dernière année chez Cofidis, je me suis entraîné tout seul. J'avais plus Mm. d'entraîneur, je faisais ça moi tout seul et c'est ce que j'ai gardé après dans mes années chez Yam. Donc voilà, il y a toujours plein de choses à prendre, mais c'est vrai que humainement, je ne me suis pas éclaté là-bas, même si j'ai gardé des super contacts. Adrien Petit, c'est devenu un super pote, par exemple, qui était avec moi là-bas, Christophe Lemebel, Ren Tarama, etc.
Mais l'ambiance globale n'était pas aussi fun que ce que j'avais connu chez Sor. Donc la différence a été un peu violente, plus mon manque de résultats, ça qui n'est pas du tout de la faute de Cofidis. Hein. Les rues, ils sont pas en train de pédaler. Hein. Donc si j'ai pas fait des résultats, c'est en premier lieu à cause de moi. Mais voilà, après, il fallait que je parte pour relancer ma carrière. Juste, excuse-moi, Anto. Mais du coup, en plus, tu avais quitté Sor. Est-ce que c'était déjà parce qu'à l'époque, il y avait une menace, puisqu'il me semble que l'équipe disparaît en 2014 ou 2015. Est-ce que c'est déjà Ouais. à l'époque, tu pars justement aussi, parce que au niveau sur le long terme, c'était pas assuré que le sponsor reste. Alors, c'est pire que ça, c'est que donc le sponsor en 2012 dit qu'il va arrêter. Donc, nous, on est tous en fin de contrat, quasiment. Certains avaient encore une année de contrat, mais la grosse majorité en fin de contrat. Moi, je voulais absolument rester dans cette équipe-là. Mais Stéphane Lô avait du mal à retrouver un sponsor. Et puis j'ai attendu jusqu'à. Donc j'avais énormément de contacts avec des équipes après le Tour 2012, enfin avant ou pendant et après le Tour 2012. J'ai attendu vraiment le dernier moment. Mi-août, j'ai dit à Stéphane Lô, écoute, il faut me dire où ça en est parce que soit il faut me faire signer quelque chose et tu sais que tu as un sponsor et je continue parce qu'après mentalement pour finir la saison ça devient Ouais. compliqué. Et puis, au fur et à mesure, toutes les équipes que j'avais en contact, bah, elles ont rempli leur effectif. Et à un moment, je me suis dit, purée, il me restait plus que deux équipes. À l'époque, c'était Argos, donc DSM Mm. de maintenant, et Cofidis. C'était les deux équipes qui me restaient. Même proposition de salaire, même durée de contrat, etc. Et j'ai rappelé Elo, ça devait être dans la dernière semaine d'août, en lui disant, voilà, dis-moi si tu as quelque chose ou pas. Il m'a dit, écoute, pour l'instant, j'ai rien. Il dit, tu peux y aller, quoi. Donc, j'ai signé ailleurs juste pour assurer mes arrières. Et l'équipe a continué une année avec uniquement le sponsor Sojason, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis parti. S'il y avait eu un sponsor avant, je ne serais pas parti de cette équipe-là. Et du coup, tu as commencé à en parler, tu t'es relancé chez IAM. Qu'est-ce qui explique que tu étais pas au fond du trou, mais tu étais dans une baisse de performance? Et chez IAM, ça s'est super bien passé, quoi. L'année 2015 est excellente. Ouais, alors, bon, déjà, comme je vous ai dit, j'ai eu le virus en 2013 là, Mhm. qui m'a vraiment mis sur le carreau quasiment une année. 2014, j'ai commencé un peu à retrouver des couleurs, mais mentalement, je savais pas si j'avais encore envie de faire du vélo, en fait. Quand j'ai signé mon premier contrat, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, bah, enfin, voilà, on était tous hyper contents, etc. J'ai dit, mais par contre, le jour où j'ai plus envie de faire les sacrifices pour partir en stage, faire attention à ma nutrition, aller rouler quand il pleut, faire des longues sorties, etc., j'arrêterai le vélo, même si j'ai encore un contrat, même si ça Mhm. fait que 2 ans que je suis chez les pros, etc., le jour où j'ai plus envie, c'est trop dur pour continuer quand tu n'as pas envie. Donc mes années 2013-2014, j'étais vraiment à deux doigts d'arrêter parce que voilà, les résultats ne suivaient pas. Dans l'équipe, je ne me sentais pas super bien, etc. Donc en 2014, j'ai dit à mon agent, il faut me trouver une équipe où je vais signer qu'un an de contrat. Je ne lui avais pas dit que je pensais arrêter en Mhm. 2015. Dans ma tête, 2015 était ma dernière année, c'était sûr, c'était fait. Personne n'était au courant, mais 2015, ça allait être ma dernière année, juste Mhm. pour ne pas terminer sur une année moins bonne. Donc je voulais me relancer une dernière année. Et je lui ai dit, comme je commençais à plus trop avoir envie de partir en stage longtemps, voilà, je sentais que j'étais sur la fin. J'ai dit, tu as le choix qu'avec deux équipes, Movistar, parce qu'il faisait pas trop de stages, j'aime bien la mentalité espagnole comme ça. En plus, il faisait pas trop de stages, donc ça me convenait bien. Et Yam. Yam, c'est une équipe suisse, c'était à côté de chez moi. Le service course, c'était juste à côté de chez moi. Je connaissais des coureurs qui étaient les années d'avant. Ils me disaient, enfin, ils bossent vraiment très bien, l'ambiance est excellente, machin. Et puis, Movistar était intéressé, mais ils étaient en négociation en même temps pour renouveler le contrat et de Quintana et de Valverde. Donc, voilà, ils avaient d'autres Ouais. priorités que Jérôme Coppel pour signer un an, bien sûr. Et Yam ont été d'accord assez vite. Et quand, pareil, hein, pour tout vous expliquer, donc je rencontre le patron d'Yam et il me dit, voilà, des coureurs comme toi, je pense j'en ai 50. Ouais, je ne sais plus si le chiffre est exact, mais en gros, ça voulait dire ça. J'en ai 50 comme toi. Pourquoi je te prendrais toi et pas un autre? Je lui ai dit, parce que d'une, je vous propose qu'un an. Le salaire, c'est vous qui me le dites. Je demande rien. Et j'ai l'expérience déjà que j'ai avant. Vous avez des jeunes coureurs que je peux transmettre. Et là, il m'a dit, Mhm. OK, c'est tout ce que je veux entendre. Donc,
quand on s'est mis d'accord, je ne savais même pas ce que j'allais gagner en salaire. Je voulais simplement me relancer, alors que, c'est pas un secret, j'étais très bien payé chez Cofidis. Donc Mm. là, je pouvais passer vraiment à très bas, mais peu importe, je voulais me relancer. Le principal, c'était que je sois dans un environnement qui me plaise pour pouvoir bien terminer ma carrière, parce que je pensais que ça allait être ma dernière année. Et puis, en avril 2015, autour du Pays-Bas, je me suis cassé la main. Donc, je commençais à retrouver vraiment mon niveau d'avant. Donc, la Mm. chute, fracture de la main, etc. Et là, le patron m'appelle tout de suite en me disant, ah, il faut que tu re-signes une année, comme ça t'enlève le stress de dire que tu dois revenir pour retrouver un contrat. Bien sûr, il ne savait pas que je pensais arrêter. J'ai longtemps hésité en me disant, ouais, non, j'ai quand même plus trop envie de faire du vélo, etc. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais si tu ne retrouves pas le niveau après ta fracture de la main, bah, tu vas de nouveau t'arrêter sur une année qui est un peu moyenne. J'ai parlé avec mon ancien entraîneur. Il m'a dit, écoute, il y a aussi les Jeux Olympiques en 2016. Tu les as jamais fait. Potentiellement, tu pourras aller aux JO. Ça vaut la peine de refaire une année, etc. Donc j'ai dit, OK, j'ai re-signé une année. Et voilà pourquoi j'ai arrêté en 2016. Alors, il y a beaucoup Ouais, de personnes qui me disent, ah, mais tu as arrêté tôt, tu avais 30 ans. Ouais, mais j'ai commencé le ski de haut niveau, j'avais 15 ans. ouais, Donc, ouais. je suis parti de chez moi à 14 ans et demi pour aller en ski-études à l'internat. Donc, en fait, quand j'ai arrêté à 30 ans, ça faisait déjà 15 ans que je faisais du sport de haut niveau dans des sports difficiles. C'est-à-dire, le ski de fond, c'est Mm. énormément d'heures, énormément d'entraînement, etc. Le vélo aussi. Euh, J'étais dans mes valises toutes les semaines depuis que j'ai 15 ans. Enfin, voilà, Mm. j'en pouvais plus de partir, d'être dans les valises, de faire tous ces sacrifices, etc. Mais voilà, YAM, j'avais entendu la mentalité, leur manière de travailler et je voulais aller à l'étranger absolument. Ça faisait très longtemps que certains directeurs sportifs, pas que j'avais forcément dans les équipes, mais d'autres équipes me disaient, mais toi, tu as une mentalité pour être à l'étranger. Il faut que tu ailles Mm. découvrir l'étranger, ta manière de travailler, etc. Ça a parfaitement collé avec une équipe étrangère et c'est ce qui s'est passé. Si j'avais un regret, ça serait d'être pas parti plus tôt à l'étranger. Ouais. D'accord. Ok, donc du coup, tu nous as parlé ton passage chez IAM, etc. Et donc, d'ailleurs, en parlant de cette expérience à l'étranger, depuis quelques années maintenant, on n'a plus de... En France, on a une sorte... tu sais, on n'a plus vraiment de grands rouleurs. On a eu Sylvain Chavanel à l'époque, en même temps que toi, etc. On a Cavagna aujourd'hui. Mais par rapport à nos autres voisins, comme le Danemark, etc., on n'a plus vraiment de gros rouleurs. Et donc, comme toi, tu es passé par trois équipes françaises et une étrangère. Et est-ce que comment tu analyses ce manque? Est-ce que c'est une question de culture, d'accompagnement, etc. Comment tu analyses ça? Alors, c'est une bonne question, pas facile à répondre. Je pense que c'est un ensemble de choses. Alors déjà, il y a la culture, ça c'est clair, parce qu'on a très peu de chronos dans les jeunes catégories. Quand il y en a, c'est des chronos très très courts. Donc en fait, les jeunes coureurs, ils sont pas habitués à cet effort-là. Moi, j'ai eu de la chance avec mon passé de skieur de fond. C'était très souvent des chronos en ski de fond. Donc voilà, on partait toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Donc depuis que j'avais 7 ans, en fait, j'ai appris à gérer mon effort au fur et à mesure que je montais en catégorie en distance. Donc c'est pour ça que très vite, j'ai fait mes meilleurs résultats sur le chrono parce que j'ai été entraîné depuis mon plus jeune âge. Et ça, c'est vraiment un truc qui manque chez les amateurs. Du coup, quand les jeunes coureurs français passent chez les pros, bah, ils ont déjà un petit déficit, que ce soit gestion de l'effort, échauffement, choix du matériel, position, etc. Donc, il faut d'abord qu'ils rattrapent ce petit retard avec leur équipe et après qu'ils gagnent en puissance, etc., pour seulement dans un deuxième ou troisième temps pouvoir rivaliser avec les autres. Si on prend les anglo-saxons, par exemple, souvent ils viennent de la piste, donc ils ont voilà, poursuite individuelle, poursuite par équipe, donc ils ont déjà cette culture de l'effort solitaire, voilà, tout seul avec son vélo, etc. Et après, le gros point quand même, alors certains ne sont pas d'accord, mais en tout cas à mon époque c'était comme ça, c'est le matériel. Alors autant sur le vélo de route, déjà il y a des différences de matériel, mais c'est un peu moins flagrant. Mais en vélo de chrono, je veux dire, il y a rien à voir, quoi. Que ce soit le poids, l'aérodynamisme, le rendement du vélo, les roues, les prolongateurs, etc. C'est le jour et la nuit, hein. Et après, bien sûr, il y a aussi la manière de travailler. Alors, pareil, là, je parle de mon époque
voilà, de 2008 à 2015. C'est pour ça que quand tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, que l'équipe de la Française des Jeux, quand j'y étais, et celle de maintenant n'a plus rien à voir. Moi, quand j'étais passionné de chrono. À l'époque, le chrono, ça les intéressait pas trop, la Française des Jeux. Alors que maintenant, on voit que ça reste quand même au niveau du matériel, de la préparation, etc. Elle rivalise avec, alors c'est une des meilleures équipes françaises, bien sûr, dans ce domaine, mais elle rivalise aussi avec les top teams mondiaux. Quand on a un Stéphane Kung qui vient chez vous et qui re-signe, sachant que c'est le Mm. spécialiste par excellence du chrono, c'est sûr qu'il y a un gros travail derrière qui est fait, sinon il irait voir ailleurs. Mais on a déjà un petit retard au départ. Et puis le chrono, si on n'aime pas ça, dans tous les cas, on ne va pas performer, quoi. C'est vraiment peut-être la pire épreuve du vélo. Alors moi, c'était ma préférée parce que tu peux choisir ton matériel, ta stratégie de course, ta gestion, etc., ton échauffement, tu choisis tout. Tu n'as pas de voilà, stratégie de course qui vont rentrer en compte, tu te fais piéger sur une bordure, etc. Mais après, il y a tout le travail qui est fait en amont. Chez YAM, par exemple, en 2015, je crois, on n'avait pas du tout une grosse équipe sur le papier. Et au chrono par équipe, on doit faire cinquième ou sixième, alors que notre leader, Mathias Franck, a eu une crise d'asthme dans la dernière montée. Donc, on aurait pu faire podium cette année-là avec l'équipe qu'on avait. Sur le papier, personne ne nous aurait mis à cette place-là parce qu'on l'avait travaillé énormément avant, sur la piste, en stage, on avait mis plein de stratégies en place. Donc voilà, il y a aussi un travail fait par les directeurs sportifs et tout qui était différent à l'étranger que ce que j'avais connu en France, quoi. Et est-ce que tu es déjà allé, on a déjà vu, je sais pas si tu as déjà vu la série Netflix là, sur le Tour de France. Ouais, j'ai On a vu, ouais. l'image de Stéphane Bissegger qui était dans une soufflerie à Silverstone. Est-ce que toi Ouais. aussi, tu es allé dans une soufflerie comme ça pour Ouf, travailler? ouais. Plein de fois. La toute première fois, c'était en 2009. Donc moi, j'ai été en soufflerie en 2009 à Manicourt avec la Française des Jeux. J'y suis retourné avec Sorce Jasson aussi à Manicourt. J'ai été chez Cofidis à Genève. Il y a une soufflerie à Genève aussi. Finalement, il n'y a que chez Yam. On n'a pas été en soufflerie où on faisait tous nos tests sur la piste, par contre. La soufflerie, c'est vraiment top, surtout pour tester du matériel, en fait. Parce Hmm. qu'on voit un casque différent et ça change un peu la puissance, un textile différent pour la partie au-dessus des épaules sur la combinaison, voilà, ça peut changer aussi. Les prolongateurs, bien sûr. Moi, à mon époque, ils n'étaient pas moulés comme ils ont maintenant. Donc ça change. Voilà. Pour le matériel, je trouve ça génial. Pour la position, je suis un peu plus mitigé. Alors pareil, hein, les souffleries ont dû évoluer depuis, mais à mon époque, c'était un peu de mathématiques et de la logique en fait. Plus on baissait le cockpit, donc plus on avait une position agressive, bien sûr, plus notre coefficient de pénétration dans l'air était bas et plus les chiffres qui sortaient étaient bons. Mais après, il fallait pouvoir tenir cette position sur des chronos de 20, 25, 30 ou 40 km. Donc ça, Ouais. c'était une autre histoire. C'est pour ça que chez YAM, ils disaient, ouais, non, nous, on va pas en soufflerie, on va tout tester sur la piste, etc., vraiment en conditions réelles. À l'extérieur, on avait des espèces de sondes aussi pour tester l'aérodynamisme à l'extérieur en live. Et ça, j'avais trouvé, en tout cas pour la position, plus pertinent. Et chez YAM, on avait quelqu'un, par contre, qui s'occupait du matériel. Lui allait en soufflerie pour tester différents matériels, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Et pour revenir dans ma période Source Jason, par exemple, quand je disais que Stéphane Leleu, il avait une mentalité un peu étrangère, à l'époque, on avait les vélos Time et Time avait vraiment délaissé un peu cette partie chrono. Il développait plus le vélo de chrono. Et puis nous, on se plaignait un peu de ça. On avait encore les câbles qui sortaient à l'extérieur, ce qui se faisait plus Hmm. trop. Et puis Stéphane Leleu, il avait dit, OK, on va acheter des autres vélos, on va aller les tester en soufflerie. Time était d'accord, ils avaient dit, on va en soufflerie s'il y a vraiment un gros écart. Donc là, on testait que le matériel, hein. La position était identique entre les deux vélos. Et Time avait dit, si les nouveaux vélos que vous avez achetés sont meilleurs, OK, on est d'accord qu'ils courent avec. Et les Ok. résultats étaient sans équivoque. Je veux dire, c'était le jour et la nuit. J'avais pu courir avec ces vélos, ça avait fait un peu polémique d'ailleurs, bien sûr, parce que certains avaient vu que j'avais pas les mêmes vélos. Mais tout le monde était d'accord, l'équipe, les sponsors, etc. Il n'y avait pas de souci. Mais voilà, lui, il avait cette mentalité de dire on doit optimiser le matériel. Et là, je parle de 2011-2012. Donc, à l'époque, ça se faisait pas trop, hein. En France, on
on prenait le matériel qu'on nous donnait et on faisait un peu avec. Lui, il avait déjà cette idée d'optimiser le matériel. Et pourquoi après, j'ai fait aussi mes meilleurs chronos chez YAM. Alors, d'une, parce que j'avais délaissé le classement général des courses par étapes. Ça ne m'intéressait plus. Je visais plus que les étapes et les chronos. Et surtout, on avait un super matos et vraiment, on se focalisait l'entraînement sur les chronos, quoi. Et c'est là où j'ai fait mes meilleurs chronos. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, alors rapidement, mais du coup, tu viens de nous dire que tu avais délaissé du coup les classements généraux. Comment t'en es arrivé à délaisser? C'était une sorte de ras-le-bol un peu de devoir toujours courir placé, être attentif tout le long, etc. Ou une Ouais, forme de ouais, lassitude générale? alors il y a ça. Alors, quand je suis arrivé chez SOR, il y a un directeur sportif à l'époque, Lionel Marie, qui m'avait dit, attention, tombe pas dans le piège d'aller tout de suite faire. Donc, il était chez Garmin à l'époque. Il m'avait dit, tombe pas dans le piège d'aller faire le classement général des grands tours tout de suite. Concentre-toi d'abord sur les courses d'une semaine, performe sur les courses d'une semaine avant de te lancer sur les courses de 3 semaines parce que voilà, ça dure 3 semaines, c'est hyper compliqué, etc. Mais en 2010-11, on n'avait pas la densité de coureurs français qu'on a maintenant pour le classement général. Il y avait Pierre Roland qui marchait bien, mais il n'y avait pas comme maintenant ou comme ces dernières années, je sais pas, Thibaut Pinot, Warren Barguil, Romain Bardet, etc., David Gaudu, où ils sont plusieurs avec la pression qui se dilue un petit peu. Donc, on cherchait le nouveau Bernardino, etc. Donc, finalement, on m'a lancé tout de suite en 2011 le classement général du Tour de France. Ça a plutôt bien marché. 2012, pas terrible. Et puis, en fait, en 2013-2014, donc mes résultats n'étaient pas bons. J'ai commencé à plus m'intéresser à l'entraînement. Puis, en fait, je me suis rendu compte que physiquement, j'étais limité, en fait. Tout simplement, je n'avais pas le moteur. J'avais pas le moteur d'un Thibaut Pinot, donc j'avais pas le moteur pour faire podium d'un Tour de France. Point. Donc déjà, ça prenait beaucoup d'énergie parce que les étapes de plaine, il ne faut pas perdre de temps, faut les bordures, pas perdre de temps, etc. Il faut toujours être placé, donc ça bouffe de l'énergie à bloc. Et moi, si tout était aligné, toutes les planètes étaient alignées, on va dire, j'aurais pu faire entre 6, 7 et 15e. Ce que j'ai fait, grosso modo, l'année où je fais 13, j'ai perdu peut-être 3 minutes sur chute, donc j'aurais peut-être fait 7e ou 8e. Voilà, avec mon potentiel, c'est ce que j'aurais pu faire au maximum. Après, je me suis dit, pour Ok. aller faire 7e, autant perdre du temps, essayer d'aller gagner une étape. Du coup, après ça, pour revenir, tout à l'heure, Ayam, tu avais dit que du coup, que tu voulais d'abord arrêter en 2015 et du coup, qu'ensuite tu voulais reprendre que tu as prolongé d'un an. Comment tu avais d'ailleurs géré ta reconversion professionnelle? Est-ce que tu avais déjà en avance des pistes sur ce que tu voulais faire après? Ouais, alors j'avais dans l'idée le business que j'ai maintenant de créer un centre d'entraînement autour du vélo pour pouvoir faire partager mon expérience. Alors, je n'avais pas une idée précise du système que j'allais utiliser, etc., mais j'avais déjà en tête ce que je voulais faire. Donc, j'étais déjà renseigné sur les formations que je devais faire après, etc. Donc, arrêter sa carrière, c'est toujours dur, mais quand on choisit le moment où on arrête sa carrière, c'est déjà plus facile. Parce que moi, quand j'ai arrêté, j'avais encore 5 offres de contrat, enfin 5 contrats devant les yeux, donc j'aurais encore pu continuer ma carrière après. Euh, donc, quand on choisit le moment où on arrête sa carrière et quand on sait ce qu'on va faire après, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai pas eu ce creux, ils disent la petite mort du sportif, ou je sais plus comment ils Mm. appellent ça. J'ai pas eu ça. Moi, j'ai fait mon dernier tour en 2016, donc juillet 2016. En août 2016, je me faisais opérer de la main. Donc, pendant une année, parce que après, on a découvert que j'avais une maladie à la main. Pendant une année, j'avais plus le droit de faire de sport. Là, j'en ai profité pour faire toutes les formations que je devais faire. Et après, j'ai lancé mon business en 2018. Donc, quand Ok, on a une très bien. idée claire, c'est plus facile. Ouais. Ok, Mm. parfait. Et du coup, depuis 2018, tu es consultant chez RNC et tu commentes C'est ça. notamment en France. Comment elle s'est présentée cette opportunité? Est-ce qu'ils sont venus te voir direct à la fin de ta carrière ou ils ont Non, attendu? non. Alors, donc j'ai arrêté fin 2016 et ça doit être début d'année 2018 qu'ils m'ont contacté ou fin 2017 parce qu'en fait, j'ai remplacé Jérôme Pinault. Donc, Jérôme Pinault allait créer son équipe BNB Hotel. Donc, une place se libérait et un des journalistes d'RMC, Pierre-Yves Leroux, que vous allez entendre au mois de juillet si vous écoutez RMC, a parlé à mon agent, mon ancien agent, en disant bah, on cherche quelqu'un pour remplacer Jérôme Pinault, tout ça. Et lui, il a dit bah, j'ai peut-être quelqu'un. Voilà, il aime bien parler, comme vous pouvez le voir. Il aime bien parler, etc. Voilà, pourquoi pas essayer.
Et je pense qu'ils n'avaient peut-être pas trop d'options non plus. Donc, ils m'ont proposé ça. Je suis parti faire mon premier tour avec eux en 2018. C'était plutôt content. Et puis voilà, depuis, je continue et puis je m'éclate. C'est une vraie chance de pouvoir voir les deux côtés. Donc là, cette année, je Ouais, vais faire mon 6e Tour de France avec RMC. Je serai pile poil à l'équilibre. J'aurais fait 6 fois en tant que coureur et 6 fois comme consultant. ok. C'est une belle Ah bah, expérience. j'allais te Si. demander qu'est-ce que ça te faisait de voir maintenant les pros en dehors, alors que toi, tu es derrière, quoi. Ça change. C'est parce que ce qui est intéressant, c'est que, alors, déjà, la petite histoire, moi, je détestais, j'aimais pas trop les journalistes quand j'étais pro. Faut savoir que les Mm. sportifs pro, pas que les cyclistes, mais en général, on a toujours un peu peur des journalistes parce que des fois, ils vont sortir une phrase un peu du contexte, puis ça crée des Ouais, polémiques, etc. Donc moi, j'essayais de les éviter un peu. J'avais pas de réseaux sociaux, j'avais rien quand j'étais pro. Donc ouais, je viens de la montagne, j'étais un peu un ours. Ils m'appelaient comme ça dans les équipes. Donc ça m'intéressait pas trop. Et quand je suis arrivé chez RMC, c'est un peu ce que j'aurais dit, hein. Je dis, moi, c'est hyper cool et tout ça, mais vous devez savoir, moi, j'aime pas trop les journalistes. Et en fait, moi, mon rôle, c'est aussi voilà, de faire un peu ce tampon entre les coureurs et les journalistes. Maintenant, je vois le métier, le job qu'ils ont à faire. Ils doivent aller faire des interviews. Des fois, ils ont des demandes au-dessus d'eux qui leur obligent de poser certaines questions, je sais pas quoi, sur mm. la forme physique, sur des transferts, voilà, sur des trucs comme ça. Et les journalistes veulent pas forcément les poser, mais voilà, ils ont des patrons au-dessus d'eux aussi, donc ils doivent le faire. Et moi, ça permet, mon rôle, c'est d'aider les journalistes à voilà, avoir accès à certains coureurs, avoir certaines informations. Je sais pas, il y a quelques années, Chris Froome est tombé. Voilà, j'ai pu appeler le manager de l'équipe pour avoir des nouvelles un peu en avant-première et des nouvelles précises surtout. Parce qu'après, le Ouais. Tour de France, c'est comme une traînée de poudre, hein. D'un coup, il y a quelqu'un qui met sur pas quoi, Twitter, ah, tel mec, il a le bras cassé. Puis d'un coup, ça finit avec un bras cassé, 2 jambes, 4 côtes. Voilà. Alors, si on va directement à la source, on a les vraies infos et on ne fait pas d'erreur. Mais c'est hyper intéressant et voilà, c'est pareil avec toute l'expérience que j'ai maintenant. Si je devais revenir coureur, j'aurais une relation différente avec les journalistes. Ok. Ok. Tu as également passé récemment tes diplômes de directeur sportif. C'est à partir de quand que tu t'es dit, voilà, j'aimerais bien être directeur sportif, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour être complètement honnête, directeur sportif chez les pros, chez les hommes, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas du tout. Ok. Voilà, comme j'avais pas le rêve de passer pro moi en tant que coureur et d'aller chez les pros, j'ai pas le rêve d'être directeur sportif de la Jumbo-Visma ou d'Ineos et de conduire la voiture sur le Tour de France. Pour l'instant, hein, je dis, je sais pas plus tard. Moi, je serais plutôt soit des jeunes, une équipe de développement ou les filles. Les filles, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Et je Mm. pense que, alors, déjà, les équipes sont très bien structurées, etc. Mais je pense que quand on est directeur sportif chez les filles, si en plus on a l'envie d'y aller, bah, ça aide pour faire du bon boulot, quoi. Mais pour l'instant, les hommes, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, j'ai d'ailleurs postulé nulle part, hein, pour l'instant, ni chez les hommes, ni chez les femmes. J'ai Mm. assez de travail pour l'instant, mais si j'ai une opportunité qui se présente, voilà, les femmes ou les jeunes, ça m'intéresserait bien. Ok, Ok. très bien. Bon, ben, en tout cas, je crois que on a posé des bonnes questions sur cette première partie. Yuri, tu vas pouvoir faire le Ouais, tu préfères. ouais. Donc là, du coup, c'est le tu préfères. Alors, tu préfères gagner un contre-la-montre ou une étape en ligne? Contre la montre. Contre-la-montre. Du coup, le ski ou le vélo? Le ski. Ah, attention, Pogacar ou Vingegaard? Pogacar. Pogacar? Sans hésitation. Pourquoi pour le côté offensif, prendre de Pour le risques? côté, ouais, non, le côté alors j'adore Vingegaard aussi, le talent qu'il a, mais le côté coureur complet, quoi. Il est même capable, je suis sûr, d'aller gagner un Paris-Roubaix, par exemple. Voilà, un Tour des Flandres. Enfin, il est capable de tout gagner. Donc,
pour ça, moi, ça me force l'admiration, quoi. Il peut gagner tous les monuments, il peut gagner tous les grands tours, il peut gagner des étapes pavées. Voilà, on a vu l'année dernière sur le tour, il a fait un show sur les étapes pavées. Ce que Vingegaard, je pense, n'est pas capable de faire. Donc voilà, pour ça, Pogacar. D'accord. Pinot ou Bardet? Oh, on a le droit à des jokers ou pas? Allez, vas-y. Allez, Joker. Allez, Joker. Tu préfères rouler sous le soleil en pleine canicule ou rouler sous la pluie dans un temps glacial? Soleil canicule. Je viens de Soleil la canicule. montagne, mais j'ai horreur de la pluie et du froid. Le froid seul, ça va. Pluie et froid, ça va pas du tout. Du coup, en termes de matériel, donc du coup de vélo, la pierre ou time? Ouf, maintenant, bonne question. Maintenant, je dirais la pierre. Je pense qu'ils ont plus évolué. D'accord. Et du coup, pour continuer, Luke ou Scott? Ah, Scott. 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 Plus facile quand tu as fait des très bonnes perfs sur une marque. En général, tu l'aimes bien. C'est vrai. Tu préfères écouter le tour sur RMC ou le regarder à la télévision devant France TV, par exemple? RMC. Je tiens à ma place, les gars. Vous voulez me faire virer ou quoi? Et enfin, bon, là, du coup, c'est parce que c'était un peu les comparatifs sur les dernières années au niveau de la gestion des grands tours. Sky ou Jumbo? Jumbo. Ah, Ouais. pourquoi tu préfères Jumbo, le côté un peu plus polyvalent avec Wout van Aert, etc. Ouais, exactement. Et je trouve qu'ils, dans leur manière de courir, même si ça tend à aller dans la manière de courir de Sky Ineos, je trouve qu'ils sont un peu plus offensifs. On voit sur les classiques, par exemple, voilà, ils n'hésitent pas à partir un peu de loin. Moi, j'ai connu Sky, mode rouleau compresseur, etc. Je préfère entre les deux armadas la manière de courir de Jumbo. D'accord, très bien. Bon, bah, c'était tout pour cette partie tu préfères. La deuxième partie de l'interview avec Jérôme Coppel sortira donc la semaine prochaine. Soyez présents parce que c'est une masterclass avec des superbes révélations, des anecdotes folles de Jérôme Coppel ainsi que la minute cash où clairement il balance. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-nous sur tous nos réseaux et encore merci à Jérôme Coppel pour cette première partie vidéo hyper intéressante. D'ailleurs, on vous met quelques petites photos là au passage. Nous avons eu la chance de rencontrer Jérôme Coppel sur le Tour de France, sur l'étape de vendredi. À la semaine prochaine, les gars.